Bonjour à tous. Je voudrais remercier nos collègues, justement, organisateurs de la conférence internationale BALT sur des études canadiennes. Je voudrais aussi les remercier d'avoir donné la possibilité de faire une intervention par visioconférence. Pour me présenter brièvement, je travaille au département d'études romanes et classiques de l'Université de Stockholm et je suis aussi plus particulièrement en charge d'un petit institut qui n'est pas un institut de recherche, mais un institut de promotion des études canadiennes, où on essaye de planifier des activités à la fois scientifiques et des activités aussi où on fait venir des écrivains, notamment du Québec. Alors, les littératures des Premières Nations à l'épreuve de la survivance. Euh, D'abord, d'où vient cette notion de survivance? Elle est empruntée à Jacques Derrida, qui fait une distinction entre survie et survivance. La survivance engage davantage les générations postérieures, c'est ce que Derrida appelle la notion de posthume, au sens de ce qui vient après, posthumus aussi. Et ça, c'est dans un livre qui s'appelle, c'est un des derniers séminaires qu'il a donné avant sa mort, le séminaire de la bête et le souverain, volume 2. Alors, je pose cette question-là parce que c'est vraiment au cœur, justement, à mon sens, de ce qu'on appelle les littératures amérindiennes. Là aussi, on pourra revenir sur l'usage de cette catégorisation. Dans les littératures amérindiennes, mais plutôt je préfère utiliser le terme officiel de Première Nation, cette question de la survivance est très étroitement liée à une résilience qui se pose notamment pour les communautés des Premières Nations et en particulier des communautés Innu au Québec. Du point de vue du contexte politique, il y a une commission de vérité et de réconciliation au Canada qui a été instituée justement pour répondre à la question de un malaise en fait des communautés dites autochtones. Et pour cela, cette commission a donné la parole. Donc, elle a recueilli un certain nombre de témoignages sur la question des pensionnats. Alors, qu'est-ce que c'est que le pensionnat? Le pensionnat, c'était le lieu de scolarisation et parfois d'évangélisation au Canada des enfants des Premières Nations qui ont été en fait arrachés à leur famille pour apprendre les références culturelles de la société canadienne. Donc, il y a une forme d'acculturation au sens colonial du terme. Et pourquoi justement, quel est le rôle de la littérature dans ce cadre? Ça, j'ai donné le contexte sur les pensionnats, sur cette commission de réconciliation. C'est que la littérature des Premières Nations va avoir peut-être une fonction qui est aussi de transmettre des valeurs traditionnelles afin d'éviter justement cette disparition culturelle. La littérature active cette visée de survivance. Alors, quels sont les marqueurs stylistiques de cette littérature qui permettent d'activer cette résilience? Donc, moi, je vais prendre plutôt aujourd'hui des cas d'études. La difficulté, c'est aussi si on accentue cette perspective, on risque d'avoir une perception uniquement politique des spécificités stylistiques de cette littérature. J'ai quand même une hypothèse qui est que la forme poétique est à la fois une stratégie d'expression efficace, quel que soit le genre littéraire utilisé, je reviendrai, c'est-à-dire qu'on peut très bien trouver une forme poétique dans le roman que dans des poèmes, et on a en fin de compte, et ça c'est encore une hypothèse, un style poétique qui prend l'allure d'un poème en prose, c'est-à-dire avec aussi une succession d'aphorismes, de phrases courtes, de maximes, des phrases nominales, qui font qu'on a toujours cette construction elliptique d'un malaise qui est un malaise culturel. Du point de vue de la méthode, alors il faut travailler à la source sur les textes de ces écrivains, aussi sur les entretiens que ces écrivains ont donnés. Et nous avions mené avec notre collègue François Sul un entretien assez long avec Rita Mestokosho quand elle est venue la première fois à Stockholm en 2009.
un entretien que nous avons utilisé dans le cadre de la publication d'autres articles sur les spécificités culturelles de cette communauté. Comme je vais travailler sur deux textes essentiellement aujourd'hui, c'est-à-dire un ensemble de poèmes de Rita Mestocosho et le premier roman de Naomi Fontaine, paru aux Mémoires d'Encrier et qui s'appelle Kwesipan. Je voulais à la fois travailler sur les textes de ces deux écrivaines et puis sur deux entretiens assez longs qu'elles ont accordés, l'un qui a été enregistré par nos soins et l'autre que l'on trouve sur Internet avec une transcription le 19 septembre 2012, une rencontre au Festival America de Rennes. Je me limite donc à l'analyse de deux textes qui ont été publiés à partir des années 2010 et après je donnerai des éléments pour comprendre, pour voir la possibilité d'élargir cette étude. Un travail aussi sur les paratextes éditoriaux, notamment les éditions Mémoire de l'Écrier, qui se sont largement spécialisées dans les littératures autochtones, et les éditions Beige Boom Books en Suède, qui, elles, ont plutôt fait le choix du multilinguisme pour faire ressortir la spécificité de ces auteurs. Le paradigme qui me semble aller de soi quand on travaille sur ces littératures, c'est les théories postcoloniales et notamment pour analyser comment en fait il y a une visée décoloniale, on pourrait dire, dans ces écrits. Il y a une difficulté pour ces communautés à percevoir leur propre production littéraire esthétique, d'où aussi l'usage de langues comme le français et l'anglais qui deviennent des langues de communication et dans les textes, on retrouve simplement des mots et des termes dans les langues autochtones. Mais l'écriture vient aussi comme stratégie de perturbation du discours politique sur les Premières Nations. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un refus du discours colonial historique, y compris d'ailleurs sous ses formes bienveillantes. L'inclusion, la reconnaissance des minorités, le fait qu'on les nomme les Premières Nations, c'est justement pour éviter de tomber dans des catégorisations qui sont toujours suspectes, qu'on parle de littérature amérindienne ou qu'on parle d'écrivains autochtones. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même aussi le concept de dissémination que Baba utilise, Omki Baba, qui est aussi l'une des références majeures qui nous permettent justement d'étudier les caractéristiques de ce type de littérature. Et dans une des citations, il dit « La nation révèle, dans sa représentation oscillante et ambivalente, une ethnographie de sa propre prétention à devenir la norme de la contemporanéité sociale. » C'est-à-dire que la difficulté, c'est que dans le discours sur ces premières communautés, on aura toujours finalement, on va les ordonner par rapport à un méta-récit qui est déjà le méta-récit national. Alors, la traduction française de Baba, c'est de 2010, mais évidemment, c'est le livre The Location of Culture qui date du début des années 90. Il y a un positionnement au sein d'une perspective post-génocidaire, avec une distinction entre l'approche littéraire et le combat politique pour Rita Mestocosho. Mais comme elle nous l'a dit dans un entretien, la poésie, pour elle, c'est une manière de toucher un public au-delà de la politique. Si je restitue fidèlement ce qu'elle a confié, c'est qu'avec la politique, on ferme des portes, avec la littérature, la poésie, on ouvre des portes. Et elle le dit parce qu'elle-même, Rita Mestocosho, qui est née dans les années 60 et qui fait partie des communautés Innu du Nord Québec, donc il y a à peu près 15 000 personnes réparties en plusieurs bandes. Elle fait partie, elle-même, elle représente un conseil de bande, donc elle a une fonction politique, et j'ai envie de dire même diplomatique, puisqu'elle parle au nom du conseil des bandes. Voilà, elle sait justement la différence et la manière dont on peut utiliser la littérature dans cette optique-là. Il est vrai que son recueil de poèmes a bénéficié d'une visibilité inégalée puisqu'il y a une préface et puis de Jean-Marie Gustave Leclésio qui l'avait nommé dans son discours de réception du prix Nobel. C'est ce qui nous avait permis aussi de l'inviter à Stockholm en 2009.
Naomi Fontaine est plutôt une jeune écrivaine, hein, c'est-à-dire quand Kwesipan apparaît et est publié en 2011, elle a à peu près 23 ans. Et c'est un roman qui fulgurance dans le style, hein, vraiment coup de poing, qui pose d'emblée la question de l'acculturation au contexte colonial. Voici une citation que j'ai prise, hein. Les Blancs qui ont voulu s'approprier cette baie pour y construire des chemins et des ponts, des maisons à 1 000 $ le pied carré, alors que ça suffit à elle-même, cette baie, comme eux se suffisent à eux-mêmes, une partie du visage éclairé par les flammes de l'interdit. On retrouve exactement ce type chez Ristames Tokosho dans un poème intitulé La porte de mon univers, où là, on sépare finalement deux imaginaires et deux perceptions de la vie. Et ça, je crois que c'est important, puisque là-dessus, le poème est une forme littéraire efficace pour séparer ces manières d'être. On retrouve ici, dans la citation de Fontaine, comment dire, ce qui caractérise le champ lexical de la colonisation, ce sont les noms, hein, chemin, pont, maison, pied, carré, avec cette espèce de mesure en fait, hein, du territoire et de l'habitat. On retrouve le positionnement au sein d'une perspective post-génocidaire à partir aussi des adresses. Il y a des stratégies d'énonciation différentes, il y a un usage des pronoms personnels. Or, le pronom personnel, que ce soit dans le livre de Naomi Fontaine ou dans les poèmes de Rita Mestokosho, n'incarne pas une personne ni un personnage individuel. Il y a plusieurs fois des adresses qu'on a là, dans les poèmes de Mestokosho. N'entends-tu pas ta sœur, la rivière qui t'appelle? Une variation aussi dans l'usage des pronoms personnels, je, tu, il, dans Kwesipan. La dernière partie du roman Kwesipan s'intitule Nochimit, et la polysémie renvoie à une manière d'habiter la terre. Nochimit, c'est l'intérieur des terres, celle de mes ancêtres. Chaque famille connaît ses terres. Les lacs servent de route. Les rivières indiquent le nord. Si on s'aventure trop loin, par manque de jugement, il y a toujours le chemin de fer pour retrouver sa voie. Là, vous voyez hein, la différence toujours entre des paysages plus naturels et puis des éléments techniques, hein, le chemin de fer, la voie, et bien sûr, il y a la polysémie hein, de la voie propre à retrouver. D'ailleurs, dans les poèmes de Rita Mestokosho, le chemin existentiel que l'Innu retrouve, c'est le terme de mistapeo qui est utilisé. Dans Kwesipan, les phrases sont courtes pour souligner cet effacement social progressif des Inuits. Hein, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise que Naomi Fontaine utilise en fait des phrases qui illustrent la perception des Inuits de l'extérieur. Hein, donc, par une sorte de discours finalement rapporté. Exemple, je cite, la grosse femme, la peau brûlée par le soleil, continuellement assise sur son balcon, sa maison a été jugée insalubre. Vous voyez aussi la juxtaposition des morceaux de phrases, hein, la grosse femme, la peau brûlée par le soleil, hein, donc on a forme d'imposition. Et puis, une sorte de paradoxe dans la phrase, sa maison a été jugée insalubre. Ça, c'est la qualification en termes de politique publique. Hein, l'insalubrité, ça renvoie à la perception des ces communautés comme, des Inuits comme un véritable problème. Il y a le fait aussi que les personnages évoqués ne sont jamais individualisés, comme si leur densité romanesque les renvoyait tantôt à l'identité communautaire inoue, tantôt à la perception collective par les Blancs. Et c'est ça l'acculturation, c'est qu'il y a un contact de signification imaginaire qui illustre une brisure des repères. Et d'où, quand même, je rappelais le contexte politique d'un scandale en toile de fond, qui est le scandale du pensionnat, hein, qui est la première forme d'acculturation radicale où on détruit les références à ces communautés inues. Vous voyez que dans l'esthétique, dans la catégorisation esthétique, cette littérature, finalement, n'a pas les mêmes codes en termes d'usage des personnages. Donc, il faut aussi en prendre conscience lorsqu'on est lecteur. Dans ses poèmes, Rita Mestokosho, elle explicite elle mentionne cette colonisation technique des hommes-machines,
comme dans le cas du poème Un peuple sans terre, hein, quand la lune sera pleine et que le soleil sera rouge, on verra alors sur la plaine un homme faisant brûler de la sauge, élément très important, hein, dans la culture Innu. Sa peine sera immense comme la mer, car il aura vu la terre disparaître sous ses pieds. Les hommes-machines l'auront dévoré les premiers pour en faire une nouvelle cité. Donc là, on est dans l'urbanisation, la métropolisation. Il y a toujours cette croyance à la survie du grand esprit dans les poèmes de Mestokosho. Et pour moi, il y a une forme de prière. Prière, c'est une parole adressée à un autre qui est absent. Je redis je donne un autre élément, une citation de cette fois de Naomi Fontaine, parce que tu dessineras un arbre du bout des doigts sur le sable fin de la baie. À la baie, c'est l'élément à la fois entre la terre et la mer, l'élément qui avance. Tu verras les endroits où je me baignais lorsque j'étais petite. Je te dirai que même la terre se déforme selon les caprices des humains. Ton rire sera l'écho de mes espoirs. Il y a une cadence qui fait que, à l'intérieur même de la forme romanesque, se glisse finalement une sorte de scansion de plusieurs vers avec des injonctions. Et ça, c'est typique de ce style. L'écrivaine insiste sur cet ethos à retrouver, hein, cet ethos, c'est-à-dire cette attitude, alors même que la majorité des lecteurs n'appartient pas à la communauté Innu. Chez Rita Mestokosho, les poèmes apparaissent plutôt en Innu, alors que Naomi Fontaine reprend quelques mots-clés pour désigner cet ethos. Neka, ma mère, Mashkous, petit ours, Nikous, mon fils, Mikun, plume. D'où cette articulation entre survivance et résilience, et qu'il y a la description d'un ethos collectif par le moyen de la présentation d'immersion de l'être Innu dans son environnement. Les éditions Beige Boom Books ont continué justement de rééditer les poèmes de Mestokosho en anglais, Innu et français. Il y a eu d'ailleurs en 2011, c'est-à-dire une première publication en suédois, Innu et français en 2010. Et en 2011, il y aura une nouvelle publication, cette fois avec les 3 langues. Donc, il y a ce choix stratégique et conscient, hein, de l'éditeur qui est important aussi pour l'écrivaine, puisqu'en fait, toute cette invocation collective, elle est centrée sur cette question de la transmission et des générations futures. Générations futures, ça veut dire qu'on est dans la survivance et à la fois dans la transmission, on veut assurer les conditions de survivance, donc on est dans une forme de résilience. Et là, on voit la difficulté parce que, par exemple, dans l'ouvrage de Naomi Fontaine, il y a aussi un univers onirique qui est présenté, avec la relation entre le rêve des colons et puis les formes d'auto-aliénation identitaire, c'est-à-dire le rêve des Inuits, maintenant, c'est aussi d'avoir une voiture, une maison, etc. C'est une espèce de satisfaction matérielle des besoins qui répond au code des Blancs. Là, je me place dans son récit. Bon, ça se comprend aussi avec la convocation de l'univers de la réserve, que les 2 auteurs d'ailleurs mentionnent, hein, puisqu'elles ont connu cet univers, on pourrait dire, concentrationnaire, hein, d'une certaine forme, c'est-à-dire un univers fermé, clos. Naomi Fontaine rappelle qu'elle a grandi à Nouakchott, dans le quartier de cette île, jusqu'à l'âge de 7 ans. Cela dit, il y a toujours des espaces de sortie par rapport à la réserve. Elle n'est pas en train, si elle sépare, comme Rita Mestokosho, mais surtout chez Fontaine, si elle sépare les 2 univers, il est question dans ce roman d'un mariage mixte entre un Innu et une femme blanche. Et le mariage traditionnel est célébré par, je cite, un maître de la cérémonie traditionnaliste qui explique son rêve en atikamek et le traduit en français, langue très seconde. Très seconde, je trouve très intéressant cet adverbe qui traduit aussi cette perception, cette volonté de rappeler finalement qu'il y a une espèce de langue culture première, si je reprends les termes même de Sangor quand il parle de langue culture. Il y a dans cette traduction la possibilité de communiquer une conception de la vie. Le mariage se déroule au sein d'une tradition orale, sans qu'il y ait de registre consigné par écrit. Donc là, il y a aussi un aspect ethnographique très important. Et là, on voit aussi une scène de description de la danse, avec le cercle des danseurs. Et je lis encore, j'ai une citation. Une femme téméraire pousse un cri d'indienne, fort, aigu,
il y a des rires, des échos à sa voix. Les mouvements s'amplifient, certaines jouent des épaules, accélèrent la pulsation des mains jusqu'aux hanches. Les jeunes se laissent conduire, imitent leurs parents. Donc la danse réconcilie de manière implicite les générations et relie les êtres sur un cercle qui est cette solidarité essentielle des Inuits, une solidarité ancestrale qui revigore la communauté. On retrouve aussi cette résilience dans l'évocation de l'amour dans le poème Cultive l'amour de Mestokosho. Lorsque la haine piétine ton esprit, je cite, avec les rythmes de ton cœur meurtri, n'oublie pas que la haine est ton ennemi, n'oublie pas que l'amour est ton ami. On a 2 neuvains et 2 dizains avec une anaphore qui scandent cette invocation. Comme si l'être Innu était appelé à se dépasser pour retrouver la tonalité fondamentale des ancêtres. Il y a un chant qui est destiné, et je pense que la caractérisation de la résilience passe par la guérison, pour répéter les paroles bienveillantes des ancêtres. Et là, c'est une hypothèse, c'est-à-dire en travaillant à la fois les poèmes de Mestokosho et moi, ce que j'appelle le roman-poème de Naomi Fontaine, on peut peut-être critiquer cette appellation-là, il y a incontestablement une transcription de cette tradition orale, une forme de ce que Michel Beaujour appelle une ethnopoétique, qui est essentielle, parce qu'en fait, le problème pour cette communauté, c'est aussi de construire une image visible, une image collective. Et pour construire une image collective, il faut aussi montrer que l'on transcrit une forme de tradition orale. C'est pour ça qu'on parle d'ethnopoétique dans ce cas-là. Et cette position-là, on la retrouve chez la majorité des auteurs amérindiens. Je peux prendre aussi des exemples de Jean Sioui, qui lui a publié un livre qui s'appelle Mon couteau croche, toujours aux mémoires d'Encrier en 2015. Lui, alors c'est un écrivain des Premières Nations, donc Wendat, et il se définit simplement lui comme un héritier, c'est-à-dire presque un porte-parole en fait des ancêtres. Et le mot Wendat pour nommer l'acte d'écrire, c'est Yeyatonk. Ça veut dire laisser des traces. Et en fait, voilà ce qu'il écrit. Je saisis aujourd'hui l'opportunité d'écrire une autre version de l'histoire des autochtones. Ma poésie n'a pas la dimension sacrée des contes et des mythes de la tradition orale, mais elle en est une continuation. Survivance et résilience, on retrouve encore cette dimension onirique, comme tous les autres. Tu as rêvé, toi aussi, de devenir pompier, de construire une maison, de tomber amoureux. Tu étais petit, assis sur la dernière marche d'un escalier, tu as aperçu une auto neuve passer doucement sur ta rue. C'est celle-là que plus tard tu allais conduire, noire, luxueuse, avec une fille trop belle à tes côtés. Bon, il y a presque un cliché sur le rêve primitif. Tu ne rêvais pas d'être le meilleur, tu voulais simplement être parmi les bons. Donc c'est ça aussi, il y a toujours une sorte de forme d'atténuation, une forme aussi d'ironie très forte. Assis sur la dernière marche d'un escalier, l'auto neuve, une espèce aussi d'illusion qui passe et qui devient finalement un horizon possible pour les jeunes Inuits. Or, le multilinguisme pour Mestokosho, ça lui permet davantage d'élargir en fait la diffusion de cette image collective. Elle va toucher un public beaucoup plus large. Chez Naomi Fontaine, l'invocation se sent par une sorte de ce que j'appelle un catalogue de destinataires. C'est-à-dire à un moment donné, il va y avoir un court chapitre où c'est marqué « Lettre à mon bébé, à ma mère, à ma grande sœur, à Dieu, à mon père, à Lucille, à Jean-Yves, à l'agent de l'éducation du conseil de bande, de Ouachat, c'est donc là d'où elle vient, et de Manioutenam, aux parents de mon ex, etc. » Donc il y a une destination politique à l'adresse. Il y a un moment donné, il y aura au Premier ministre du Québec, c'est-à-dire qu'elle va justement montrer que va multiplier par ses phrases nominales les destinataires de ce message collectif. Survivance, elle est importante parce qu'elle s'accompagne d'un regard porté sur le monde et notamment sur la manière de l'habiter. Par exemple, il est question d'un vieil Innu qui ne peut plus chasser mais qui continue à percevoir le rituel de régénération provenant de la terre. Les conclusions qu'on peut tirer de cette comparaison de 2 œuvres importantes dans ces dernières années, c'est qu'il y a un regard décolonial qui est investir pour se déprendre d'une attitude utilitariste d'exploitation des ressources naturelles. Donc là, il y a une réaction vis-à-vis de cette agression économique
par notamment des entreprises. Rita Mestocosho résistait finalement à un projet de barrage hydroélectrique sur la rivière La Romaine. Et La Romaine, c'est le lieu des Inuits, le lieu de vie, c'est le territoire. Cette décolonisation, elle passe par une décolonisation de l'imaginaire. Et ça, on le sent, une citation encore de Fontaine, le silence entourant nos rêves d'avenir, près de la rive et des marées, il y aura nous, Nikous. Et ça, c'est vraiment très important, la réappropriation par ce pronom, justement, d'une identité collective. Le poème Prière de Mestocosho fait écho au roman poème de Fontaine, qui lui est adossé à des phrases nominales, des interpellations, des aphorismes et des ellipses. Il y a l'interpellation des pères. En fait, ça, c'est important parce que souvenez-vous que dans les pensionnats, on a arraché les enfants aux familles et finalement, ce sont les mères, et c'est peut-être une piste aussi dans l'étude de ces écrivains, c'est à travailler davantage sur les écrivaines des Premières Nations. Je pensais à Joséphine Bacon, Rita Mestocosho, Naomi Fontaine, Natacha Canapé-Fontaine. Il y a aussi Geneviève Sioui, Mackenzie. Voilà, vous avez beaucoup d'écrivaines qui sont dans cette visée-là, qui sauvent. Elles viennent sauver finalement, elles viennent transmettre un message essentiel. Je pense aussi à la chanteuse et presque sociologue d'ailleurs des populations autochtones, Beta Samosake Simpson, Lien, qui elle aussi joue un rôle important dans cette littérature-là. On a aussi le prolongement d'une tradition orale par l'ethnopoétique, et ça c'est important, c'est-à-dire que finalement la littérature et le passage à l'écrit permet aussi quelque part de présenter et de figer un certain nombre de rituels traditionnels. Les dédicaces aussi sont très importantes. Cette idée que la transmission implique aussi une réunion des familles, d'où l'usage des dédicaces dans les poèmes de Mestocosho, les interpellations dans le roman de Naomi Fontaine. Les poèmes de Mestocosho et le roman de Fontaine résonnent finalement comme des maximes à suivre pour se réapproprier cette présence au monde. Donc l'écriture poétique va bien au-delà des genres littéraires choisis pour renforcer cette dynamique invocatoire. Voici les références à utiliser. Alors, un commentaire rapide. Vous voyez Joséphine Bacon aussi, Un thé dans la toundra. C'est un ensemble aussi, c'est une œuvre qui date de quelques années, qui a aussi les mêmes caractéristiques. J'en ai pas beaucoup parlé. Michel Beaujour sur la poétologie comparative. C'est là qu'il reprend aussi cette position de la poétologie comparative plutôt que simplement l'ethnopoétique par rapport à la tradition orale. Sur les théories postcoloniales, Baba. Les deux, Manika Netish, c'est le deuxième livre de Naomi Fontaine. Et Gérard Genette, je l'ai mentionné par rapport à l'étude des paratextes éditoriaux. Sur le contexte politique, sur l'effacement culturel, Tricia Logan. La poésie amérindienne, il y a une introduction de Béatrice Machet, qui travaille beaucoup sur tous ces auteurs, les poètes. Et puis Rita Mestocosho aux éditions Beige Boom Books, il y a les deux 2010-2011. Et enfin, une partie où on a transcrit avec ma collègue Françoise Sul l'entretien avec Rita Mestocosho, ça c'est paru dans un article qui s'appelle Le défi autochtone, le combat de Rita Mestocosho pour la minorité Innu au Québec dans Études interculturelles. Voilà. Je vous remercie et je prendrai vos suggestions et vos remarques avec grand intérêt.